Il est également, on les reçoit sur ce plateau du canal Congo Télévision Écho du Changement comme étant un spécialiste des questions politiques. Bon dimanche et bienvenue sur ce plateau du canal Congo Télévision Écho du Changement. Pascal Owonje. Merci Jean Romans, merci pour votre invitation. Je salue nos différents téléspectateurs, à notre héros dans l'ombre qui n'est pas là avec nous, de l'autre côté. C'est lui qui se responsabilise au fait de le captage de nos images. Et voilà, pour votre invitation, je vous remercie une fois de plus. Je crois que nous allons nous exercer à pouvoir analyser les questions d'actualité et surtout celles qui ont fait le débat durant la semaine qui vient de s'achever aujourd'hui. Bon, voilà, nous allons en tout cas nous intéresser à la gouvernance démocratique et politique de ces pays. Et on se rend compte que depuis que le chef de l'État a prêté serment, bientôt là, c'est déjà plus de 3 mois, et plus de 4 mois après la publication des résultats des dernières élections, on n'a pas toujours un nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale n'est pas toujours, en tout cas, totalement mise en place parce que le bureau n'est pas encore là. Le Sénat n'en parle pas, le gouverneur n'en parle pas. Et c'est demain lundi, en principe, qu'il y aura élection dans la plupart des provinces de la RDC pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Et c'est le 8 mai qu'on a prévu, en tout cas, la mise en place du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pascal Owonje, commençons un peu par le commencement. Le 24 avril dernier, on a eu comme ça pratiquement plus de 30 ans, donc 34 ans, depuis que le maréchal Mobutu a inauguré pour la seconde fois les processus démocratiques au Congo. Si on vous demande en tout cas de faire un petit bilan 34 ans après, est-ce que vraiment on est au bout du compte, est-ce que vraiment on est une société démocratique et que notre démocratie fonctionne comme il se doit? La perception de la démocratie, elle est relative. Selon qu'on est européen, selon qu'on est africain, de mon point de vue, j'ai toujours voulu qu'on adapte la démocratie à nos réalités africaines. Plus particulièrement à nos réalités congolaises, encore que nous sommes congolais. Mais le malheur avec nous aujourd'hui, c'est que nous avons copié intégralement la pratique de la démocratie à l'occidental. Et la conséquence maintenant, lorsqu'on additionne à nos valeurs et us, ça pose vraiment un problème. Il n'y a pas une bonne adaptation. Et ça crée un petit décalage. Et parce que dans le fond, dans nos ipséités, nous avons une autre définition du pouvoir, par exemple. Et Mobutu, quelque part, il l'avait évoqué. Mais, si chose... Son fameux recours à l'authenticité. Voilà. Alors maintenant, cette manière-là, c'est ce qui ne m'enchante pas. Mais lorsqu'il faut apprécier l'évolution de manière plus globante, je crois qu'on a fait un pas, parce que à partir du moment où déjà nous avons organisé les élections en 2006, et nous avons commencé à respecter l'esprit de la démocratie, de la Constitution, dans sa disposition, article 220, le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Jusqu'ici, nous sommes en train de respecter. Même si la démocratie ne se résume pas par le respect des mandats, par les élections. Mais au moins, c'est un pas qui nous permet d'avancer. Mais vous allez vous rendre compte que malgré que nous essayons d'avancer, nous avons un comportement, il y a un code en nous. Lorsqu'on est, on a une responsabilité quelque part, on se comporte en chef, et parfois on pense, ce qui est pour la communauté, croire que d'abord c'est vous qui allez dicter ce que la communauté doit faire. Et c'est que ce sont généralement par des détournements. Parce que on s'adapte pas, on ne sait pas comprendre effectivement que lorsque vous occupez une fonction, cette fonction est pour la communauté et vous êtes qu'un serviteur et vos produits, vos efforts, en tout cas vos gestes et faits, c'est pour l'intérêt de la communauté. Donc la devise, voilà, c'est ce qui crée du MPR à l'époque, servir et non se servir n'a pas encore trouvé quelqu'un pour la mettre en application dans ce pays. Malheureusement, jusqu'ici, je crois que c'est cela le vrai effort à fournir. Parce que si on avait commencé à servir, le pays ne serait pas à cet état. Parce que nous sommes restés avec la logique de se servir d'abord et de servir après. On se sert, une fois que j'ai une responsabilité, d'abord c'est moi, d'abord c'est ma famille. La preuve, vous êtes dans un combat, dans un parti politique. Vous avez une responsabilité.
pour le compte de votre parti politique. Et vous allez vous rendre compte, le premier à avoir l'engagement, ce sera l'office de celui-là qui sort de votre parti politique, et pourtant l'office n'a pas combattu avec vous. C'est la sœur, c'est le frère, et pourtant ils n'ont pas combattu avec vous. Donc on se sert d'abord, et on sert après. Et alors que la logique aurait été, lorsque vous avez une telle responsabilité, ceux qui doivent vous agglutiner, c'est ceux qui avaient la même vision, même idéologie que vous, qui ont combattu avec vous pour que vous poursuiviez vos objectifs. Mais souvent, on dévie ce qu'on s'est engagé au départ, parce que ceux qui vous accompagnent lorsque vous avez le pouvoir, c'est d'autres personnes qui n'ont pas la même vision. Mais parce que vous, là, on ne sert pas, ne vous rendez pas on compte se sert. Et là, on est là en train pratiquement là d'assister à un nouveau phénomène, parce que même à l'époque du maréchal Mobutu, le parti État, en tout cas, il fallait être du parti État, oui, pour se retrouver, bien sûr. Et quand est arrivé le multipartisme avec le débauchage, bon, même les gens qui n'étaient pas du parti présidentiel pouvaient aussi se retrouver. Mais aujourd'hui, apparemment, en dehors du fait que vous devez militer dans un parti politique, il faut surtout appartenir à la famille d'un leader. Est-ce que cela ne risque pas de frustrer d'autres Congolais et de faire en sorte que ceux qui gouvernent ne puissent pas en tout cas obtenir l'adhésion la frustration dans d'autres membres de la société, parce qu'on estime que le pouvoir que vous avez, c'est pour seulement votre famille et que nous, on n'a rien à voir, donc on ne peut pas vous accompagner. Nous sommes dans un monde de sensibilité. Les problèmes ne manqueront pas. Les frustrations ne manqueront pas, parce que à partir du moment où nos ambitions n'auront pas absolument atteint leurs objectifs, les frustrations ne manqueront pas. Mais maintenant, comment gérer cela? C'est dans la logique de la proportion. Il ne faudrait pas que ce qui est anormal soit normal pour nous. C'est comme ça que je disais, lorsqu'il s'est agi d'un combat, le combat, ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a une vision à poursuivre et des objectifs à atteindre. Ces objectifs et cette vision partagée par les membres du groupe, lorsqu'un membre a la responsabilité à pouvoir accomplir ce que vous aviez conçu au départ, la meilleure des choses serait d'être agglutiné par les gens qui, au départ aussi ensemble, avaient la même vision et savaient les objectifs. Mais le contraire, c'est ce que je désapprouve et ce qui fait souvent que parfois les choses ne marchent pas. Prenons l'exemple, prenons notre cas plutôt, Jean Romance. Vous allez aux élections. Nous étions dans un combat d'ailleurs. C'est pratiquement la même chose. On va aux élections. Ceux qui militaient avec vous sont là. Mais vous, vous êtes candidat, vous prenez comme suppléant votre fils qui n'a jamais été dans le combat. Ou votre épouse. Il n'est pas connu par les autres. Mais vous vous imposez, c'est elle qui est votre suppléante, c'est elle qui est votre suppléant parce qu'il soit votre fils. Demain, vous êtes élu. Aujourd'hui, vous savez, on est candidat ici, candidat là-bas, ainsi de suite. Vous allez ailleurs, et c'est lui qui vous remplace. C'est votre fils qui, au départ, n'était pas connu par le groupe, et aussi n'a pas eu, en tout cas, la bénédiction de la population qui vous a envoyé, en tout cas, la représenter à l'Assemblée nationale. Une telle personne reste par exemple à l'Assemblée nationale, mais va rentrer quel service à la population, à sa population, à cette population qui vous a envoyé? Et voilà pourquoi, parfois, nos institutions ne fonctionnent pas très bien, parce que lorsqu'on a une responsabilité, on ne sait pas s'accompagner des gens qui ont la même vision que vous pour l'atteinte des objectifs. Cela pour l'intérêt de la population. De la même façon, lorsqu'on a un poste ministériel, mais c'est la même chose. Celle du cabinet composé de membres de la famille, c'est pratiquement la même chose. Tout ça. C'est pratiquement la même chose. Pour en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lors de la modification de la loi électorale, le groupe de profs Jacques Joly, Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, et d'autres avaient quand même demandé à ce qu'on puisse supprimer certaines dispositions de la loi électorale, notamment, il ne fallait pas autoriser la suppléance familiale. Avant, il faille revenir sur cette réforme-là et faire en sorte que coûte, on puisse en tout cas en arriver là. Avant de commencer l'émission, vous aviez glissé un mot, vous aviez dit lorsqu'on est au pouvoir, on ne se rend pas compte, seulement lorsqu'on n'est plus au pouvoir, c'est alors qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire ça, ce qu'on faisait, peut-être que ce n'était pas bon. Mais effectivement, c'est la même chose. Un tel débat, quand vous allez à l'Assemblée nationale, comme ils sont encore députés, ça ne passe pas. Mais c'est lorsqu'ils ne sont plus députés
ils se disent, mais il aurait fallu. Mais pourquoi vous n'avez pas pris une telle mesure quand vous étiez dans la Chambre qui prenait des décisions pour le compte du pays? Voter des lois, ainsi de suite. Et donc, pour trouver solution à cette question, la meilleure des choses, c'est encadré par des mesures, ici en termes de lois. Quand vous êtes candidat, vous ne pouvez pas avoir comme suppléant un membre de votre famille. Mais si c'est pas interdit par la loi électorale. Et maintenant, chez eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte? Ils disent, non, mais voilà, avec autre personne, c'est facile qu'on vous fasse du mal, qu'on vous empoisonne, qu'on vous tue pour que le premier suppléant vous remplace. Est-ce qu'un tel argument peut passer dans un État vraiment républicain? Ça ne passe pas. Donc. Mais on a vu aussi, par exemple, Willy Bakonga, avec son jeune frère, qui a refusé, par exemple, de quitter voilà notre cas. L'Assemblée. Pourtant, c'était un frère qui était suppléant. Un bon exemple. Donc, c'est toujours pas garanti. Moi, je pense que la bonne solution, c'est des lois. Il faut qu'on revoie, en tout cas nos lois, il faut qu'on ait de bons textes qui permettraient que, en tout cas, la vie politique respire normalement. Et quand vous regardez la manière dont nos lois ont été votées, c'est comme des lois qui étaient taillées sur mesure. Mesure des députés nationaux, mesure du président de la République, mesure des ministres. Donc ça a été taillé sur mesure et ça n'a pas été des lois qui serviraient normalement à la société, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir. Et lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, une loi qui concerne les avantages des députés, vous n'allez pas entendre des camps. Tout le monde est d'accord. Ignorant que demain, il ne sera pas à l'Assemblée et ça va se retourner contre lui. Et donc, c'est un effort que nous devons fournir. Je crois que servir la nation voudrait dire, en tout cas, aller au-delà de soi-même, même à travers les actes que, lorsqu'on est parlementaire, on peut prendre à l'Assemblée nationale. Que ces actes soient pour l'intérêt de tout le monde, de manière que l'État soit normalement. Oui, parce que vous évoquez l'Assemblée nationale, cette semaine, on a assisté à l'élection, disons à la primaire au sein de la majorité parlementaire pour départager les trois candidats, Modeste Sebatou Lukwebo, Christophe Mbosonko Diapwanga et Vital Kamere. Et c'est ce dernier en tout cas qui a eu pratiquement la bénédiction de tous les députés, de la majorité des députés de l'Union sacrée pour être candidats pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Donc si cette formalité-là est faite le 8 mai prochain, Pascal Obondier, Vital Kamere va en tout cas retrouver une fois de plus le perchoir de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, ça appelle quel commentaire de votre part? Le retour là, très bientôt, de VK, comme l'appelle ses partisans, au perchoir de l'Assemblée nationale. Le premier exercice a été trop démocratique. Les primaires, c'est la première chez nous. On n'a jamais connu ça. J'ai salué parce que les ambitieux étaient là. Et là, une fois de plus, vous allez vous rendre compte que les gens ont plus vu d'abord leurs intérêts à la place des intérêts de la communauté. Pourquoi je le dis? Sachons bien que l'OTAN n'est pas congolais à ce jour. Nous avons organisé les élections. Tout le monde veut rapidement voir l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et on a dégrainé quelque temps pour l'organisation des primaires simplement parce que les individus ne s'accordaient pas. Mais au finish, ils sont allés aux élections. Vital Kamere est élu. J'imagine que lorsqu'on va revenir pour à la deuxième étape des élections, le 8 mai, probablement il sera reconduit parce que c'est la même famille qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment ils vont se dédire. D'un côté, ils ont choisi une personne à la première étape, à la deuxième étape, et refuser la même personne. Je ne crois pas trop, mais je pense que ce sera une élection de formalité au niveau de la présidence. Parce que l'opposition n'a aucun poids au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que si on n'arrivait pas en tout cas de partager sous forme de mots d'ordre les trois prétendants, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas amenés directement dans une élection proprement dite plutôt que de perdre du temps et de l'argent pour organiser les primaires? Non, il faut éviter le mot d'ordre. Le concept là n'est pas bon. Parlons ici de la démocratie. On pouvait aussi aller par exemple avec les trois candidats au poste du président de l'Assemblée nationale directement aux élections. C'est une procédure. C'est une procédure. Une élection provisoire. Le problème n'est pas là. Le problème est tel qu'ils sont tous d'une même famille. Oui. C'est les égos qui ont primé. Et c'est là que nous devons condamner, parce que lorsqu'il faut penser servir la nation, on peut s'effacer et puis on peut laisser la nation avancer. Mais nous avons eu l'impression que les gens ont voulu d'abord
se servir, c'est cela le concept ce soir, se servir à la place de servir la nation. Et voilà, Mbosso va dire c'est moi, Kamere va dire c'est moi, Bati va dire c'est moi. Alors, comme tout le monde dit c'est moi, nous vous mettons devant maintenant vos pères, que vos pères choisissent. Et ça a été fait. Oui, vous parlez le même langage avec moi lorsque nous disons, mais cela a perdu du temps. Et effectivement, c'est ces égos-là qui ont perdu du temps. Mais on vient de dépasser cette étape. La prochaine étape qui reste, c'est l'élection prévue pour les 8. C'est comme ça que je dis, je ne vois pas comment ils vont se contredire. À partir du moment où, à la première étape, non, il n'y aura pas un candidat unique. On peut avoir 2, 3 candidats encore. Quelqu'un de la même famille. Quelqu'un de l'opposition peut aussi dire, je vais comme candidat. Mais l'opposition n'a rien là-bas comme... non. Qu'est-ce qu'on n'a pas que ce soit l'élection faite à son temps pour le bureau de l'Assemblée nationale en 2006, 2007 plutôt. Il y a eu un candidat de l'opposition et alors que l'opposition n'était pas majoritaire. En 2012, il y a eu un candidat de l'opposition alors que l'opposition n'était pas majoritaire. Même en 2019 ici, il y a eu candidat de l'opposition alors que l'opposition n'était pas majoritaire. Ça a toujours été ainsi. En fait, c'est peut-être pour chercher seulement le buzz. Mais parce qu'on est en démocratie, ça peut tout changer. Il y a aussi, ça peut arriver que les gens, par votre discours, vous puissiez séduire beaucoup de gens. Si on était consciencieux, sérieux, Pascal, on peut dire, bon voilà, c'est tel discours qui convient et puis tel discours qui convient. De côtoyer la scène politique congolaise, vous n'oubliez pas que la majorité parlementaire représentée n'a pas en tout cas vocation à faire des cadeaux à l'opposition. Non, ça c'est connu. Cet état d'esprit. Non, ce n'est pas que j'ai oublié. Ça c'est connu. Mais ce n'est pas parce que c'est connu qu'on va maintenant refuser le droit à un opposant qui veut postuler de postuler. Il va postuler. L'intention peut aussi être celle de faire comprendre seulement sa vision sur la gestion du Parlement au grand monde. Et il le fait à travers le discours, pour lui, ça suffit, mais il a été candidat. Des cas comme ça, vous n'allez pas refuser. Donc quand quelqu'un de ce camp-là postule, on ne va pas dire, bon voilà, pourquoi vous avez postulé, à partir du moment où vous n'avez que 2-3 députés. Non, il doit postuler, mais son objectif peut-être pas d'être élu, mais de faire passer son message sur la gestion, par exemple, d'un Parlement sérieux. Voilà, on donne par exemple pour le poste du premier vice-président, Mbata, en tout cas, qui s'est agité, qui s'est battu comme un loup dans un débat bénéficié. Apparemment, sa cause n'a pas été entendue. Nous apprenons que c'est le professeur Jean-Claude Tshilumbai qui va représenter l'UDPS au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Un petit commentaire là-dessus? Je parle de commentaires. Il y a quand même beaucoup de gens, des comités de soutien pour Mbata, tout ça. Et je parle de commentaires. Ce que je peux peut-être dire, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale doit être une personne, de mon point de vue, même plus intelligent que le président de l'Assemblée nationale. Scientifiquement posé plus que le président de l'Assemblée nationale. Qui a une expérience. Je ne cite pas les noms des gens. Okay, ça va. Qui a une expérience avérée dans l'administration. Et qui connaît aussi le fonctionnement du Parlement. Parce que si on fait sur quelqu'un qui apprend pour la première fois le fonctionnement du Parlement, ça pose parfois problème. Parce que les responsabilités du premier vice-président, c'est aussi cette régulation des membres de la chambre basse du Parlement. Et donc, si le choix sera fait sur l'un ou l'autre, mais ma suggestion est que cette personne-là soit capable d'appuyer, d'accompagner, parfois de contredire le président, pour que les décisions, les orientations qui seront prises par le bureau pour l'intérêt du peuple à travers l'Assemblée nationale soient de façon à éclairer correctement le fonctionnement de cette chambre du Parlement. Le contraire, vous verrez qu'on risque d'avoir l'impression que le président qui fait tout. Et lorsque le président qui fait tout, imaginez les conséquences. On risque de tomber maintenant dans la dictature. Et cela, je n'encourage pas, mais je veux qu'on ait un vice-premier président de l'Assemblée ou premier vice-président de l'Assemblée nationale, un monsieur politiquement aguerri,
scientifiquement reconnu, sinon félicité en même temps, avec une expérience de l'administration et une connaissance du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, ce sera alors une Notez Pascal Rongier, spécialiste des questions politiques. Dernière préoccupation, pour qu'on puisse quitter quand même l'hémicycle du Palais du Peuple pour aller ailleurs, c'est le poste des rapporteurs adjoints qui est réservé à l'opposition. Et tout le monde sait que c'est Ensemble qui est en fait l'unique groupe parlementaire de l'opposition qui est majoritaire dans cette opposition-là, qui siège au Parlement. On trouve Constant Moutamba de la DIPRO, qui dit être leader de l'opposition républicaine, dire qu'il enverra aussi, lui, un candidat à ce poste-là. Comment vous expliquez? C'est quoi, la même chose? On retombe dans ce que nous engagions comme débat pas longtemps ici. Vous aviez dit, mais comment l'opposition peut encore aligner un candidat, sachant qu'il n'a pas la majorité? Non. Ce poste-là, ce n'est pas les quelques députés de l'opposition qui vont élire. C'est pas ça. C'est la plénière, c'est tous les députés qui vont élire. Qui vous rassure que la majorité des députés de l'Union sacrée vont voter le candidat de l'ensemble? Donc ça peut arriver que la DIPO, qui a pratiquement un seul député, puisse être préféré par la majorité de la plénière. Laissez-moi vous analyser la question. Ok, allez-y. Ce n'est pas une élection particulière des députés de l'opposition. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir 10 députés, un député, et de la tendance de l'opposition. Ça n'a rien à voir. L'important est d'être accepté par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Si Constant Moutanda, seul, va comme candidat, au départ, il ne part pas gagnant du fait que, dans sa petite famille politique du côté de l'opposition, il n'a pas un autre deuxième, troisième député. Mais dans l'ensemble, il peut gagner s'il a la confiance de la majorité des députés au sein de l'Assemblée nationale. Quelqu'un de l'ensemble qui part au départ, qui semble partir au départ gagnant, du fait qu'il a 2, 3 députés dans sa famille politique du côté de l'opposition. Mais si il n'est pas voté par l'ensemble des députés, il ne sera pas élu. Et donc, l'élection, c'est pour tous les députés et non pour... Alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que Constant Moutanda part perdant et celui de l'ensemble part gagnant. Est-ce qu'un tel cas de figure où on verrait Constant Moutamba, qui est pratiquement seul dans sa mouvance, gagner ce poste-là en lieu et place de la force majoritaire de l'opposition? Ça ne peut pas créer un débat. Ça ne peut pas créer une crise? Non. La crise, c'est à quel niveau? Ça peut créer un débat à partir du moment où il est de l'opposition. Il est allé comme candidat. Ses pairs à l'Assemblée nationale l'ont choisi, c'est fini. C'est pas parce que vous avez 4 et 5 députés que vous devez vous imposer sur les autres. À ce moment-là, on ne parle pas de la démocratie. À partir du moment où Constant Moutanda ne fait pas partie de l'Union sacrée et de l'opposition, il est dans le droit de déposer sa candidature. Parce que il va s'exprimer devant ses pairs. Les pairs, ça veut dire tous les députés membres de l'Assemblée nationale qui vont décider sur chaque candidat qui va postuler pour tel poste du bureau définitif. Bon, donc à ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. Mais à condition, dites plutôt à celui de l'ensemble de savoir battre campagne auprès de ses différents pairs pour être élu. Mais il ne peut pas empêcher Constant Moutanda de compétir, Moutamba plutôt de compétir du fait qu'il soit seul comme élu. On reste toujours sur le registre des élections, Pascal Rongier. Nous le disions en entame de l'émission, 4 mois pratiquement après les élections, on n'a toujours pas en tout cas des gouverneurs nouvellement élus, on n'a toujours pas de sénateurs. Et ça va être fait pour la majorité des provinces demain lundi, 29 avril 2024. Et on note quand même des tiraillements, des mises en garde au niveau du parquet général et près de la Cour de cassation, au niveau de la CENI, sur la corruption qui a toujours caractérisé en tout cas ces scrutins indirects. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, hier comme aujourd'hui, que l'élection indirecte au Congo ressemble pratiquement là à une opération de retour sur investissement pour les députés provinciaux? Alors accordez-moi un petit temps, parce que la question est très, très pertinente. Allez-y. Pascal vous disait la fois passée ici que nous sommes en train d'instituer ou institutionnaliser indirectement la corruption à l'élection au second degré.
Parce que lorsqu'on déposait la candidature, d'autres m'ont posé la question, m'ont dit, mais pourquoi Pascal, vous n'avez pas déposé la candidature? Et l'autre à mes côtés avait répondu, il dit, mais non, Pascal ne devrait pas parce qu'il n'a pas l'argent. J'ai dit, ah bon, pour déposer la candidature, il faut avoir l'argent. Et l'autre a confirmé, oui, effectivement, il faut avoir l'argent. Mais quel genre d'argent? L'argent pour corrompre les députés provinciaux. Pour acheter leur conscience. Pour acheter leur conscience. Qu'est-ce que vous n'attendez pas aujourd'hui quand vous regardez les réseaux sociaux? Et les députés aussi sont demandeurs de cet argent. Effectivement, je ne sais pas confirmer, mais nous entendons, les uns parlent de la remise des véhicules, les autres parlent de la remise de telle enveloppe, ainsi de suite. Et donc, c'est une élection, sinon des élections de la honte pour notre démocratie et pour notre pays. La corruption. La fois passée, nous avons suivi, lors des élections des députés nationaux, la CENI invalidée. 80aine de députés. On est allé au Conseil d'État, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas eu gain de cause. Le résultat proclamé par la CENI, transmis à la Cour constitutionnelle valide, on va jusqu'aux erreurs matérielles, finalement c'est clôturé. La Cour de cassation va se rendre compte qu'aucune preuve pour condamner ces gens. On demande à la CENI d'envoyer des preuves, aucune preuve jusqu'à ce jour. La police, aucune preuve. Voilà comment nous sommes comportés. Moi, j'aimerais que nous soyons très sérieux. Parce que je commence à avoir l'impression... Est-ce qu'on ne veut pas apporter des preuves ou bien ces preuves-là n'existent pas? Il n'y a pas de preuves parce qu'on devait les sanctionner, même sur le plan pénal. Mais ils ont été sacrifiés inutilement et ils ont perdu leur siège, leur mandat. De l'autre côté, la CENI est incapable de fournir. La CENI a été manipulée, instrumentalisée. Je ne sais pas parler de la manipulation, moi encore de l'instrumentalisation, mais le constat est tel que la Cour de cassation réclame des preuves de la part de la CENI, aucune preuve, et ces gens sont comme ça. Je crois que d'autres sont allés comme candidats sénateurs. Soyons sérieux même pour cette élection. Nous parlons corruption, tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a corruption. Qui défend maintenant cette corruption? C'est nous-mêmes qui défendons la corruption. Nous sommes en train de vivre la corruption. On voit comment les candidats se promènent avec l'argent, donnent l'argent. Est-ce qu'on n'est pas informé de ça? La justice est là. Elle attend quoi? C'est lorsqu'on aura invalidé et puis après on va venir chercher les preuves. C'est clair, vous aviez suivi, moi je vois les images. Les gens parlent, tel a remis ceci, tel a remis ceci. Mais qu'est-ce que la justice fait? Pourquoi elle ne peut pas se saisir directement de la question? C'est honteux de voir des choses comme ça. Et donc, ces élections qui se font aujourd'hui, je constate, parce que le temps que nous perdons de la première élection générale organisée en décembre, juste à ces élections, c'est pratiquement 5 mois. Entre-temps, les institutions étaient en berne pratiquement. Pas longtemps, on analysait l'Assemblée nationale. D'où part finalement nos malheurs, c'était l'Assemblée nationale. Parce que si on avait adapté par exemple les textes, Pascal, je le dis toujours, si on disait par exemple les élections générales, au lieu qu'elles soient organisées en décembre, elles seraient organisées en février pour en mars, quand les députés nationaux rentrent les 15, et très facilement on peut avoir le bureau définitif. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous généralement? En décembre, on organise des élections, on sait que c'est en décembre les 15 que les députés partent aussi en vacances parlementaires. Et nous restons, pendant le temps de vacances parlementaires, les textes disent en même temps que le bureau définitif ne peut être organisé que lors de la session ordinaire. Et le gouvernement aussi ne peut être investi que par le bureau définitif lors de la session ordinaire. Mais pendant le temps là, c'est la solution sur les on fait passer le temps. Alors moi je propose que ces élections s'organisent prochainement, question de voir, il y a l'électoral et d'autres discussions, au mois de février, ce qui nous permettrait qu'en mars, on peut déjà penser à voir le gouvernement. Sinon, on va continuer comme ça, on perd le temps, et quand vous observez bien aujourd'hui au pays, pratiquement tous les secteurs on connaît un dysfonctionnement du fait que le gestionnaire n'est pas présent, le gestionnaire n'est plus actif, le gestionnaire est démissionnaire. Voilà pourquoi il faut revoir les choses. Et donc, par ces élections, espérons avoir... Mais maintenant, le problème, j'en remonte. Un gouverneur qui a corrompu pour être élu gouverneur. Un sénateur qui a corrompu les députés provinciaux pour être élu sénateur. Demain, il est sénateur à la Chambre haute du Parlement. Demain, il est gouverneur à la tête d'une province. C'est la chambre des sages. Comment maintenant
Vous prenez une loi au niveau central, vous dites, bon, maintenant nous allons combattre la corruption. C'est la chambre réputée corrupteur qui a corrompu pour être installé, là qui va corrompre, qui va se battre contre la corruption. Le gouverneur, qui sait qu'il a été élu sur fond de corruption. Et c'est lui-là que vous allez demander qu'il combatte la corruption. Et voilà pourquoi nous institutionnalisons la corruption. On ne combat pas la corruption. Aujourd'hui, une famille, lorsque vous avez une responsabilité, veut entendre que son fils ou sa fille a détourné au moins des millions. Quand on parle, il a détourné 100, ça ne marche pas. Que vous êtes anormal. Il faut détourner des millions pour être un citoyen normal aujourd'hui au Congo. Donc on est en plein dans l'inversion des valeurs. Inversion des valeurs. Et tout part de ces élections. Le mal est devenu le bien et le bien est devenu mal. Les élections, nous constatons, la corruption s'est fait à ciel ouvert, tout le monde constate, et la justice est là. Ne dit rien. Mais dans tout ça là, quoi, nous-mêmes là, parce que beaucoup avaient cru qu'avec l'avènement d'un régime issu de l'UDPS, le parti qui s'est battu pendant autant de décennies contre la dictature, contre tous ces maux de la société, et qui était là pour instaurer l'état des droits, le progrès social, on se rend compte que ces mots-là, au lieu d'être atténués, pratiquement on sent que ces mots-là sont en tout cas aggravés. Comment vous expliquez ça? Le régime, c'est la composition des gens à travers leur engagement dans les institutions. Ce n'est pas une personne. Même si cette personne peut incarner des valeurs, mais c'est l'être de l'homme qui est l'être difficile à les comprendre, complexe à le définir absolument. C'est cet être-là qui pose problème. Et au Congo, c'est l'être de l'homme qui pose problème. Là où, Pascal, je n'ai jamais été d'accord, c'est le fait, malheureusement, c'est la gestion du pays, on ne peut pas exclure les uns et puis accepter les autres. Ça aurait été aussi plus judicieux que ceux qui se sont battus, n'est-ce pas, s'accompagnent pour la réalisation de leur vision afin de permettre le fonctionnement du pays. Mais ici, comme c'est le pays, on prend des gens de part en part et on se retrouve. Et avec des gens qui avaient la vision et le savoir-faire, et avec des gens qui avaient un comportement de vol et de détournement, et on se retrouve ensemble, on avance. Et là, le problème se pose. Donc ici, la seule manière d'essayer de trouver solution, c'est la justice. J'étais en train d'interpeller la justice par rapport à... Elle est malade, Dixit, le chef de l'État. Mais il y a des hôpitaux qui existent. Quand on est malade, on va à l'hôpital, on va vous administrer les médicaments, au moins que ça soit chronique. Mais si malade, enfin une maladie qui peut se soigner, vous serez soigné. Mais apparemment, les hôpitaux terrestres n'arrivent pas. Il faut peut-être que Dieu envoie les anges du ciel pour guérir définitivement cette justice. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas plus de 2 pays au monde qui a beaucoup d'églises et de chrétiens comme la République démocratique du Congo. Je crois que nous sommes en relation très parfaite avec Dieu. À ce moment-là, nos prières peuvent être entendues. Mais j'ai l'impression que les prières ne sont pas entendues. Donc, nous ne prions pas bien. Nos églises posent problème. Et alors, à ce moment-là, nos hôpitaux posent également problème parce que le malade en question irait à l'hôpital pour avoir des soins. Mais nous devons continuer à prier pour que, à travers la sélection des magistrats, là aussi c'est le problème qui se pose, Jean Romance. Comment on sélectionne les magistrats? Lorsqu'on lance l'offre, j'ai une responsabilité, 2, 3 cousins qui ont fait le droit, même lorsqu'ils ne sont pas compétents, je les aligne et ils partent. On sort la liste, ils deviennent magistrats. Ceux qui avaient effectivement... Ce sont eux qui vont dire le droit. Mais dans ces conditions, comment on aurait un bon corps qui peut nous aider à travers des arrêts, à travers des ordonnances, qu'on ait dit ce qu'est le droit. Je m'en souviens à l'époque, nous avions eu un mécanicien qui s'est retrouvé magistrat pendant longtemps, qui a dit le droit pendant longtemps. On l'a découvert à peine. C'est autant aussi aujourd'hui. On envoie des incompétents, des gens qui n'ont pas correctement étudié et qui deviennent magistrats. Il n'y a pas aussi un problème de dysfonctionnement au niveau de nos services de renseignement. Par exemple, je me rappelle avoir reçu Maître Paty Joseph Lendo qui faisait témoignage sur la gestion du pays par le maréchal, où il rappelait que les services de renseignement jouaient un grand rôle, par exemple, dans la sélection et la nomination des hauts cadres de l'État. On faisait quand même des enquêtes sur la personne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans ces côtés-là? Vous savez, Jean Romance, on a trop dégringolé.
Il faut le dire en même temps, parce que ce qui a été conçu pour nous mettre dans cet état a été conçu avec beaucoup d'intelligence. Et nous, généralement, quand vous regardez le comportement du Congolais aujourd'hui, nous sommes plus dans le présent. Nous ne savons pas naviguer dans le temps. J'échange avec vous aujourd'hui, on ne sait pas voir qu'est-ce qui va arriver 5 ans après, 10 ans après. Composer les actes pour qu'arriver à ce temps-là, on trouve solution. Nous sommes dans le présent. Question d'analyser, d'observer le comportement de chacun de nous, c'est dans le présent. Je cite carrément ici le Rwanda par exemple. Ce que le Rwanda fait aujourd'hui, il a conçu, contre nous bien entendu, il l'a conçu depuis longtemps. Nous étions dans la distraction. Nous les considérions ici nos frères, nos sœurs. On était ensemble avec eux. Pour avoir une femme, il faut avoir une femme rwandaise. Les gens ont dit par exemple qu'en 96-97, bon, même s'ils sont des Rwandais, l'essentiel est que Mobutu quitte le pouvoir. Parce que nous étions dans le présent. Voilà. On ne savait pas anticiper. Si on avait bien anticipé, ce plan rwandais n'allait pas réussir. Et donc, cessons de rester dans le présent, n'est-ce pas? Soyons des gens illuminés, des gens qui naviguent dans les temps, qui comprennent ce qui va venir 10 ans après, 20 ans après. Et on pose les actes aujourd'hui. Mais c'est le travail du service d'intelligence, par exemple. Mais c'est ce que je dis. Les services d'intelligence ne sont pas des citoyens non congolais, sont des Congolais. Autant vous raisonnez dans le présent, je raisonne dans le présent, autant et également raisonne dans le présent. Mon interpellation est que tous soyons en mesure de naviguer dans le temps. Il est vrai un leader. Lorsqu'il pose des actes comme ça, à l'instant, il sera incompris. C'est au fil du temps qu'on se rendra compte qu'il était bon. Mais peut-être que ce sera tard, mais si on aura atteint l'objectif, on va reconnaître ses qualités. C'est de cette manière que nous devons maintenant commencer à penser notre pays, au lieu de rester souvent dans le présent. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas à vouloir au service. Autant on peut incomber la faute au service, autant on peut incomber la faute à la magistrature, aux députés, à l'Assemblée nationale comme enfin, au Parlement de manière substantielle, et ainsi de suite. Donc, la faute est généralisée pour chacun de nous, simplement parce que nous sommes dans le présent. Est-ce qu'on est totalement condamné ou bien il y a une... Non, mais vous avez quelqu'un comme moi qui réfléchit, ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés. Je dégage une réflexion, ça veut dire que vous soyez mis au sommet de l'État pour... J'imagine que d'autres aussi réfléchissent comme moi, et donc à ce moment-là, on n'est pas condamné. N'est-ce pas? La condamnation, c'est lorsque personne ne parvient à comprendre cela. Lorsqu'il y a un, deux qui comprennent, ça veut dire qu'espérons qu'un jour, nous serons dédouanés et bien réfléchir, anticiper les choses. Voilà, Pascal Owonje, vous êtes journaliste professionnel. Je vous reçois en ce moment-ci dans l'École du Changement en tant que spécialiste des questions politiques. Et nous sommes dedans. Vous évoquez longuement la corruption, et surtout le détournement des deniers publics, qui est devenu pratiquement un sport national. Et il y a une affaire qui fait polémique, en tout cas ces derniers temps, que je n'ai jamais vu des journalistes être utilisés de part et d'autre, en tout cas, pour tirer et sur les chefs de l'inspection générale des finances et sur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Comment vous expliquez un peu ces phénomènes-là? On parle de détournement. En principe, c'est la justice qui devait, en tout cas, en principe, se saisir de ces cas-là, essayer de nous éclairer, mais c'est une campagne de diabolisation mutuelle dans les médias. Vous avez répondu, en principe, c'est la justice. Mais simplement, un journaliste reste dans l'objectivité. Un journaliste reste dans l'impartialité. Et lorsqu'il a un cas, un fait, et qu'il n'a pas tous les contours, ce langage est réservé. Et souvent, on emploie le conditionnel. Mais lorsqu'un journaliste qui n'a pas les contours confirme, à ce moment-là, nous sommes dans le présent. On ne sait pas anticiper. On ne sait pas comprendre beaucoup de choses. C'est là le malheur. Parce que nous sommes enseignants publics. Je commence, je prends le cas, voilà, je ne parle pas de forage, par exemple, le débat c'est à son niveau, le forage et voilà. Lapendaire. Je prends par exemple le cas de Lapendaire. Le débat était comment compléter les autres lapendaires plutôt qui ne sont pas installés. Où serait parti l'argent? Alors que les conteneurs étaient à Matadi depuis longtemps. Le débat était entre le partenaire et la République sur le dédouanement pour qu'on vienne achever le travail. On n'expliquait pas la situation de cette manière. Mais on fait croire à l'opinion comme si le fait qu'on ait installé centaines, donc les autres ne seront pas installés
Donc, substantiellement, cette fois-là, on a détourné l'argent. Mais on parle de surfacturation aussi. Les débats aussi. Le gouverneur, je l'ai suivi la fois passée, sur Top Congo, il dit, nous avons envoyé notre ministre aller en France et vérifier les prix élevés. Ça, c'est le gouverneur. Parce que le même gouverneur dit, l'argent, le transfert d'argent n'est pas passé par l'hôtel de ville, mais c'est du trésor public vers le partenaire. Donc, il n'avait aucun intérêt de défendre, si ce n'est pas d'accuser. Excusez, je termine s'il vous plaît. Okay. Mais, nous, lorsque nous prenons parole, et donnant l'impression que nous avons investigué très sérieusement sur la question, nous ne communiquons pas sur les détails avec réserve, mais nous confirmons comme si c'est selon la question. C'est de cette façon-là que je ne suis pas d'accord. Je souhaite que nous, journalistes, c'est après avoir minutieusement, en tout cas, enquêté sur la question, et à ce moment-là, on peut venir communiquer. Est-ce qu'il y a-t-il pas vraiment l'émergence d'un phénomène de mercenariat au sein de la presse congolaise? Je ne sais pas le dire, mais simplement, il faut aussi encourager la presse. Parce que ces dénonciations qui partent de la presse aident aussi notre société. Parce que, comme vous regardez bien, nous semblons institutionnaliser aussi la corruption, comme je le disais, pas très longtemps, les détournements. Si on parvient aussi à crier haut, dénoncer ce qui ne va pas au pays, de ce point de vue, il ne faut pas aussi en vouloir à la presse, il faut l'encourager. Le problème, ce n'est pas les dénonciations, mais on sent quand même un certain acharnement. C'est comme s'il y a une officine qui alimente une certaine presse contre la personnalité X pour la descente en flammes. C'est là que je ne suis pas d'accord. Mais au moins, je dis, ce que l'inspecteur général des finances fait, c'est pour l'intérêt de la République. Oui. Je crois qu'avant qu'il passe par le canal des journalistes pour rendre public certains faits, pour dénoncer certains faits, lui-même doit, en tout cas, avoir les contours de ces faits, pour qu'il n'y ait pas d'opposition par après, pour qu'il n'y ait pas de contradiction par après, pour qu'il n'y ait pas de rectification par après. Mais j'ai l'impression comme si, souvent on fait des dénonciations, sans avoir tout compris le contour de la question, et après on vient avec une autre version qui met en cause la première. Et ce qui n'est pas intéressant. Et à ce moment-là, on aura accusé des gens gratuitement. Je ne veux pas ça. C'est mieux lorsque vous avez toute la situation, à ce moment-là, vous pouvez dénoncer, et vous serez applaudi par tout le monde. Mais pour cette question, franchement, j'ai l'impression, au moins qu'on parle de forage, parce que le forage, je n'ai pas enquêté, je n'ai pas vérifié. Mais quand vous parlez des lampadaires, on ne peut même pas parler de détournement, même pas de fraude, je ne sais pas. J'ai pris le temps d'étudier la question. Malheureusement, je n'ai pas amené les documents. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas parler de détournement à ce stade. Du fait que le matériel est là, le débat était qui doit dédouaner. Moi, Pascal, j'ai donné un avis, j'ai dit, mais comme un partenaire qui amène le matériel pour l'intérêt de la République doit être obligé de dédouaner. L'argent qu'on paye à l'excusé, qui en bénéficie? Mais c'est la République. Mais pourquoi alors l'exiger alors que l'intérêt est pour la République? Bon, sans être l'avocat du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vous n'avez pas l'impression que tous les mécontents de sa gestion, ceux par exemple à qui il a par exemple privé le décaissement de leur argent ou le paiement de leur dette intérieure ou quoi là, tous ceux à qui il a dérangé les intérêts financiers, seraient coalisés pour en tout cas les descendre en flamme. Vous n'avez pas cette impression? J'ai cette impression en même temps parce que je sens un acharnement, franchement. J'étais en train d'analyser. On signe les contrats le 8 mars et 2021. 2 minutes en tout cas, vous concluez aussi. Non, mais on n'a pas parlé de l'identification, c'est une question importante. Et lorsqu'on signe ce contrat, lui n'était pas là. Et quelques temps après, c'est lui qui est membre du gouvernement et ministre des Finances. C'est le 18 avril 2021 qu'ils étaient investis à l'Assemblée nationale. Et ils trouvent cette question urgente qu'il fallait trouver solution. Et on a discuté, on a rabaissé un peu le prix et il a su que décaisser. Mais est-ce que le détournement devrait être constaté au ministère des Finances qui a décaissé ce qui a été décidé par le gouvernement à travers le ministre de Développement Rural, ou c'est à l'exécution, ça veut dire à la personne qui a bénéficié l'argent et poser des questions, qu'est-ce qu'il en a fait et nous rendre compte. Une lecture technique comme ça n'est pas engagée quand vous suivez les débats, directement sur le ministre des Finances. Et alors qu'il s'est limité à décaisser l'argent, mais à la personne qui a bénéficié, parce qu'il a bénéficié du fait qu'il y avait un contrat signé par le gouvernement,
Et le ministre, devenu membre du gouvernement, ne peut pas s'imposer sur le gouvernement, encore que c'était déjà signé. Il n'a su que décaisser. Je ne défends pas Nicolas. Je suis en train de faire des analyses. Et c'est à la personne qui a bénéficié de justifier à la nation, tu as reçu l'argent, tu as bénéficié de l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Ok, Pascal Ronge, en tout cas, la réalisation nous accorde seulement 5 minutes, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Cette question de l'identification de la population, ça fait pratiquement depuis 1984 que nous n'avons plus en tout cas des cartes d'identité. À un certain moment, c'est la carte d'électeur qui nous sert en tout cas des cartes. Mais l'opération a commencé. Au départ, c'était les chefs de l'État qui en avaient eu il y a quelques années. Et bientôt là, donc dans quelques jours, il y a quelques jours, on a déjà commencé avec la presse, avec certaines personnalités. Et on dit qu'il faut amener sa carte d'électeur pour avoir droit à sa carte d'identité. Et deuxièmement, on dit que pour ceux qui n'ont pas de carte, donc dont les cartes ne sont pas lisibles, il faut justifier, il faut amener des témoins. C'est comme si on reprenait encore l'opération. Pourquoi ne pas se servir seulement du fichier de la CENI pour pouvoir délivrer ces cartes d'électeurs? Moi, j'ai ma carte d'identité. C'est une fierté. Je suis fier parce que, vous l'avez dit, depuis très longtemps, on ne savait pas l'avoir. Et il y a une structure, une entreprise qui travaille avec l'ONIP, qui s'appelle la Fritech Idemia. C'est à travers elle que nous avons cette carte. Et cette entreprise a été très combattue à un moment par ses détracteurs. On a dit qu'elle était liée à un certain État hostile au Congo. On parlait même du Rwanda, ainsi de suite. Et la vérité, c'est laquelle? Non, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. C'est une entreprise qui a prouvé ses compétences à travers des grands pays comme le Nigeria. Et là, c'est dans combien de minutes qu'on peut avoir droit à sa carte? Pardon? Il faut faire combien de minutes pour qu'on vous délivre la carte? Non, ça veut dire que de manière très minutieuse, on vous contrôle. Vous arrivez d'abord. Vous êtes en face de l'agent qui a le formulaire et vous déclinez votre identité. Si vous avez une pièce, comme je vous avez dit, vous avez votre passeport, vous avez une autre carte qui prouve votre identité, carte d'électeur, vous présentez, et on prélève vos identités. Vous, si vous êtes marié, vous allez présenter le nom de votre femme, ça donne ainsi de suite, les enfants autant, vos parents, vos grands-parents, côté maternel comme côté paternel. Et quand vous terminez, c'est alors que vous irez maintenant prélever les empreintes, et après le prélèvement des empreintes, vous aurez ça. Et ce qui est plus important, c'est qu'il y a constitution finalement d'une base de données. C'est que nous n'avions pas hier. Base de données, quand vous allez même, aujourd'hui j'ai parié, quand vous allez à la CENI, vous n'aurez pas ça. Ici, on reprend tous vos éléments. Vous cliquez, vous cherchez Pascal, vous aurez toutes les identités de Pascal. C'est fondamental. La qualité de la carte. La CENI ne nous a pas produit une telle qualité de la carte. Parce que, au départ, l'objectif était de mutualiser les efforts entre la CENI et l'ONIP. Heureusement, parce que les machines de la CENI, visiblement, n'étaient pas de bonne qualité, sinon on allait avoir de bonnes cartes. L'autre avantage que j'ai constaté après multiples questions que j'ai posées quand nous étions sur place, était de savoir, est-ce que simplement c'est le personnel de la Fritech Idemia avec l'ONIP qui va faire ce travail, ou vous aurez besoin d'autres Congolais. Ils m'ont dit, la PME congolaise sera en tout cas la bienvenue, parce qu'il y a des secteurs qui nécessitent la main-d'œuvre, l'accompagnement d'autres Congolais. Et ça, je dis, ça c'est une très bonne chose. Et espérons qu'on ira jusqu'au bout, parce que Kinshasa, seulement, ça peut prendre 6 mois. Le reste du pays, sinon l'ensemble, c'est pratiquement 2 ans. Pourquoi? Parce que on prend un peu du temps. Lorsque vous vous présentez, on prend nom par nom, on vérifie si réellement vous êtes Congolais. Et c'est simplement après qu'on peut vous accorder jusqu'à obtenir votre carte d'identité. On est très arrivé à la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Nous prenons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye. Merci.